Et cherche la lumière et les Elle paillettes. est pas toute jeune hein, non plus, elle. Hein. Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, Qu'est-ce qu'on cherche dans le vin, comment on le goûte. Il a du nez, hein. Wine Woman Show. Bon Tessa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notre invité? Aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Hubert Fabre au château La Motte-Sissac sur une exploitation familiale d'à peu près 82 hectares, ce qui me semble assez énorme. Et tu as raison, pour une exploitation familiale, c'est assez surprenant, mais tu vas voir qu'ils se sont organisés de manière très c'est ça. particulière. Au pire, Jean-Hubert va nous l'expliquer. C'est vrai. Allez, direction Sissac-Médoc. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un Wine Man Show puisque nous sommes installés chez Jean-Hubert Fabre au château La Motte-Sissac. Bonjour Jean-Hubert, Bonjour Stéphane. prêt à nous parler du Médoc, du vin, de ta vie? De tout ça. Allez, carrément. c'est parti. Born to be wine. Alors Jean-Hubert, tu es, je trouve, dans une exploitation qui est assez singulière dans le Médoc, même dans le monde du vin, parce que c'est une exploitation familiale, mais Mhm. qui est hyper organisée, hyper structurée. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je suis content que tu nous dises ça. On est peut-être un peu plus organisé. Enfin, organisé, c'est pas je pense pas que ce soit le bon terme. On a une taille un peu plus grande que les autres propriétés bordelaises. Aujourd'hui, les domaines Fabre, donc, qui regroupent toutes nos propriétés, c'est 82 hectares plantés. Donc la vigne, c'est quand même encore très manuel. Et pour ça, aujourd'hui, au total, on est un peu plus de 25 salariés sur la propriété. Voilà, non, c'est pour ça que je disais familial, parce que donc il y a ton papa, ta sœur, le beau-frère, ta Ma maman. mère, Voilà. ouais. Donc c'est vraiment très familial, hein. Vous êtes chacun à des postes différents, enfin tu vas nous en parler. Mais il y a quand même donc après des salariés qui sont là depuis un moment même, tu me disais, le Ah, Médoc. on est engagé dans Bordeaux Cultivons Demain, donc il y a pas mal d'indicateurs qu'il faut regarder, etc. Et Mhm. nous, les gens sont sur la propriété depuis en moyenne 11 ans. Ah oui. Donc certains sont là depuis très longtemps, même une personne, Allel, est là depuis plus de 35 ans chez nous. Ah, donc, Ça fait grandir quoi. C'est- ça prouve que le cadre est sympa, les continuent à travailler aussi, et on essaye de faire en sorte que l'ambiance aussi au sein des propriétés soit chouette. Et tu peux nous parler un peu plus de Cultivant Demain du coup? Ouais, Bordeaux Cultivons Demain, c'est un label qui est porté par le CIVB, l'interprofession des vins de Bordeaux. Donc ils mélangent producteurs et négociants qui produisent des vins de Bordeaux et qui vendent des vins de Bordeaux. Exactement, et c'est le label RSE de Bordeaux. Donc il y a un volet forcément environnemental, sociétal et environnemental. Donc on a rejoint la structure en 2021 et en 2022 on a été certifié. Et aujourd'hui c'est Mélanie, justement ma sœur, qui chapeaute tout ce pôle-là, environnemental, certification, etc. D'accord. Et bien sûr, toutes les équipes sont impliquées au quotidien dans tout ça. Parce que c'est pas juste une certification, c'est derrière, il y a des actions concrètes qui sont mises en place. Mais c'est vrai qu'il y a un audit qui fait acte de passage. Voilà. Tu as ces 82 hectares Mhm. et la particularité c'est que tu ne passes pas du tout par le négoce. Ça, ça date pas d'aujourd'hui. C'est mon grand-père, lorsqu'il a acheté dans les années 60 Château La Motte-Sissac, là où on est aujourd'hui. Une de ses deux grandes idées, ça a été de dire on travaille en direct. C'est pas le fait de ne pas travailler avec les négociants de Bordeaux, c'est le fait plutôt de travailler en direct. Qu'est-ce que ça nous apporte? En fait, ça nous apporte le fait de pouvoir être en contact au direct avec nos clients, d'aller pouvoir promouvoir nos vins en France ou à l'étranger, et mettre en place des actions concrètes sans intermédiaire entre eux et nous. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie force pour nous. On reçoit régulièrement des clients, on va chez eux. Notre philosophie, c'est de se déplacer de rencontrer au moins une fois par an tous nos clients, que ce soit en France ou à l'étranger. Ouais, j'imagine que la source de feedback et d'informations elle doit être incroyable. Enfin, C'est colossal, aussi bien sur le style des vins, être toujours au contact du consommateur final, parce que au final, la bouteille, elle est ouverte sur une table de restaurant, elle est achetée bouteille par bouteille chez un caviste en bas de chez soi,
Donc il faut aller écouter ces consommateurs-là. Donc ces retours sont essentiels, mais sur le packaging aussi des vins, sur des idées de futures cuvées aussi. Et tout ça, c'est bien de les avoir en direct, sans filtre, parce que le client aujourd'hui s'exprime sans filtre avec ces mots qui sont à lui, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et du coup, ce qui vous permet d'être innovant, parce que là, on peut le dire, vous êtes innovant. Ouais, alors ma sœur, elle arrive en 2013 sur la propriété, c'est elle qui a lancé vraiment tout ce côté environnemental, arrêt des herbages chimiques, travail des sols, on a des moutons, etc. Et moi, je suis arrivé en 2017, et c'est vrai que le fait qu'on soit les deux de cette nouvelle génération-là, on a lancé ce qu'on appelle nos cuvées rebelles, c'est-à-dire c'est des cuvées monocépages. On a commencé par un Cabernet Sauvignon qui vient de la parcelle qui est juste derrière nous là, qui a la particularité d'être sans sulfite ajouté aussi. On a lancé un 100% Malbec sur monoparcellaire parce qu'on n'a qu'une seule parcelle de Malbec aujourd'hui, et on a un 100% Merlot. Voilà. Donc des styles, profils de vin différents, et des étiquettes aussi qui sont différentes. Oui, c'est vrai que je pense que c'est la gamme la plus large. Enfin, moi, des vignerons que je vois, que je connais, je vois pas qu'il y a une gamme plus large encore que. Parce que donc, tu as plusieurs châteaux. On a plusieurs châteaux, ouais. On a plusieurs châteaux, donc tout est regroupé sous la marque commerciale Domaine Fabre. Et en fait, dedans, il y a 4 châteaux, 4 entités. La première, château La Motte-Sissac, qui est donc la propriété historique que mon grand-père a acheté dans les années 60. Château Landa, qu'il a acheté une dizaine d'années plus tard, qui est sur la commune de Verteuil, juste au nord de Sissac, là où nous sommes. Et château Latonnel, qui a été acheté par mon père dans les années 80, lorsqu'il a rejoint mon grand-père. Ok. Dans le schéma, c'est un peu différent. Dans le Landa, c'est que le vignoble, c'est ça? Alors, ouais, Landa, il n'y a pas de château à proprement parler, et c'est vinifié. Alors, c'est vinifié dans un chai en commun avec Château La Motte-Sissac. Et Château La Tonnelle, c'est un vignoble et un cuvier bien distinct. Donc, c'est possible de vinifier deux châteaux, du moment qu'on respecte hyper bien la traçabilité, Exactement. l'affichage, et voilà, il faut vraiment être au top de la Ouais, traça. Mais c'est tout à fait possible de vinifier ouais, dans un c'est- endroit de château. Ouais, pour le consommateur, avoir le terme château sur une étiquette, c'est un gage d'origine, on va dire. C'est-à-dire que si vous voyez château sur l'étiquette, ça prouve que les raisins issus de ce vin, enfin qui ont donné ce vin, viennent bien du vignoble de cette exploitation. Et ce vin-là a été vinifié dans le cuvier de l'exploitation. On ne peut pas acheter les raisins, c'est-à-dire à notre voisin. Si vous mettez le terme château sur l'étiquette, les raisins, ce sont les raisins de notre domaine, vinifiés dans notre cuvier. Et si vous voyez le terme château sur l'étiquette, ça veut aussi dire que le vin, il est dans une appellation d'origine contrôlée. On peut pas être en vin de France et utiliser le terme château. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un gage de qualité parce qu'on est dans l'appellation et qu'il y a des dégustations très régulières, et un gage d'origine, par aussi l'appellation, mais aussi par une origine plus fine, par l'assise foncière de l'exploitation. Oui, souvent c'est lié au lieu dit ou au relais Souvent, postaux ouais, de très souvent. l'époque. Ouais, Très c'est- souvent, et si vous regardez les vieilles Contrôle cartes cadastre. hygiène, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Oui, donc ces châteaux, Uh-huh. ils ont une image assez traditionnelle du coup. Hein. Enfin, c'est vraiment que quand quelqu'un cherche un château, généralement en Médoc, c'est qu'il va chercher plutôt une cuvée, ce qu'on appelle traditionnelle. Tes rebelles, eux, ils sont totalement à l'opposé de la tradition. Ils sont vraiment En décalage. en Ouais, ouais. décalage avec tout ça. Du coup, la proportion au château, Ah, sur la tradition et les rebelles, chez nous c'est 10% de rebelles et 90% de traditionnels. Euh, on les fait parce que c'est marrant à faire aussi. On sait très bien faire les cuvées traditionnelles. Ça fait 3 générations qu'on le fait. On a toute notre équipe qui est menée par Denis, notre maître de chai qui travaille depuis plus de 30 ans avec mon père. Donc on maîtrise ça très bien. Donc on voulait nous-mêmes ça apportait une sorte de challenge en faisant ces cuvées-là, mais ça répond aussi à les attentes des consommateurs qui recherchent parfois des choses plus sur le fruit, facile à boire. Et l'idée, c'est qu'on puisse consommer notre gamme un peu à tous les instants de consommation, c'est-à-dire en apéritif,
en afterwork sur des planches ou même sans rien. Ça, c'est plus la gamme Rebelle. Et après, sur des repas un peu plus traditionnels, la gamme traditionnelle, Château La Motissac, Château La Tonnelle, Château Fontsèche, etc. Donc, on essaye de répondre aujourd'hui. Les instants de consommation ont évolué et on essaye de répondre à ça. Mais malgré tout, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste, c'est pas anecdotique parce que c'est quand même 10%. 10%, c'est quand même quelque chose. Mais alors, au fil des ans, on a de nouvelles idées. Donc on crée des nouvelles cuvées, mais pour l'instant, ouais, ça représente 10% à peu près de notre production. Alors, oui, est-ce que c'est des nouveaux clients que tu vas chercher avec ces rebelles ou est-ce que c'est tes clients qui s'ouvrent un peu aussi sur leur gamme à eux? L'idée qu'on avait eue à la base, c'était de se dire, il y a un nouveau type soit de restaurateurs, d'agents, de distributeurs, etc., qui se développent sur ce type de vin un peu moderne, etc. On va essayer de capter ces gens-là qu'on ne captait pas aujourd'hui avec notre gamme nutritionnelle. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ce sont majoritairement, on a réussi à capter ce type de clientèle, mais ce sont majoritairement nos clients existants qui se sont dit ah mais c'est super et qui n'avaient pas ce type de vin dans leur gamme de distributeurs, qui se sont dit tiens on va référencer ces vins là. Donc c'était pas forcément la première cible recherchée, mais nous que ça soit distribué par des anciens clients c'est très bien, ça permet d'avoir une gamme plus large chez eux. Et puis les nouveaux clients on les capte on les captera un peu plus tard mais sans problème. Et par exemple à l'export, ça marche pareil ou... Ouais, l'export. Bah, dans certaines zones, par exemple en Afrique, ils restent assez traditionnels. Ils veulent le nom de château, le château sur l'étiquette. Là, je vous parle de nous. Enfin, je sais. Ouais, ouais. Est-ce Quand que tu c'est dis l'Afrique, représentatif? plus précisément, c'est... Côte d'Ivoire, Cameroun, et Cameroun, nous actuellement. Voilà. Mais par exemple sur des marchés qui sont bien matures, je sais pas, je pense à la Belgique, je pense au Danemark, je pense au Japon, je pense aux États-Unis. Là-dessus, nos clients nous ont suivis sur ce type de produits. Alors soit avec toute la gamme Rebelle, les trois, le Cabernet, le Malbec et le Merlot, soit uniquement avec un. Mais ça a suscité leur curiosité et nous, les défis auxquels on fait face aujourd'hui en France, c'est-à-dire le consommateur de vin rouge vieilli, peut s'en détourner. Sur ces pays-là, ils ont parfois les mêmes problèmes. Donc, ils recherchent des solutions. Et ces cuvées-là sont une très bonne solution pour aller conquérir ce qu'on appelle les jeunes consommateurs. Qui en plus ont cette entrée cépage assez Ouais. naturelle, donc j'imagine que ça aide ouais, de Ça, pouvoir, c'est vrai. C'est surtout en Amérique du Nord où ils ne parlent que par cépage, surtout Cabernet Sauvignon et Chardonnay. C'est vrai que l'appellation, ça leur parle pas forcément. Alors nous, on se déplace souvent aux États-Unis parce que c'est un gros marché pour nous. Mais vous leur parlez de Bordeaux. Bordeaux, pour eux, c'est avant tout. Quand ils connaissent, c'est avant tout un vin et ils savent pas que c'est une ville qui pèse quand même quasiment 1 million d'habitants. Donc l'entrée se fait par les cépages, il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc les monocépages, forcément, pour eux, ils voient Malbec sur notre étiquette, ça leur parle parce qu'ils ont l'Argentine qui est pas trop loin. Ils ont Cabernet Sauvignon avec le Cabernet Sauvignon de Napa. C'est vrai que on l'a pas fait pour ça. Mais c'est vrai qu'après coup, de mettre les cépages sur ces monocuvées sur l'étiquette, c'est une vraie aide d'aide à la commercialisation dans ces types de pays, carrément. Vous organisez comment d'ailleurs parce que j'imagine que vous répartissez un peu les zones, comment ça marche Ouais, mon père avec une salariée chinoise Chen s'occupe du marché chinois, Hong Kong et Taïwan. On a Mathieu qui a rejoint l'équipe il y a quelques années qui s'occupe de la France. Mélanie Massard qui s'occupe du Royaume-Uni, Irlande, Benelux et Allemagne. Et moi, je m'occupe du reste. Voilà. Donc aujourd'hui, nos vins sont commercialisés dans un peu moins de 30 pays. Voilà. Ah oui. Ouais, ça fait Donc des voyages, ça. ça fait des voyages. Alors sur quelques pays, on a beaucoup soit d'importateurs, soit de distributeurs. Après, dans des pays, c'est un seul importateur. Mais ouais, on est content que nos vins soient diffusés et appréciés dans tous ces pays-là, carrément. Et je rappelle donc que tu rencontres ces gens-là, tu essayes de les rencontrer au moins une fois par an, donc Ouais. c'est vrai qu'il faut
donc de la disponibilité et aller à la rencontre. Donc, après, donc tu me dis sur des salons, tu peux en rencontrer plusieurs, Ouais, j'imagine. on participe ouais. à des salons pro comme Wine Paris, comme Provine en Allemagne, à Düsseldorf, ou en Asie, vous avez Vinexpo Hong Kong ou Singapour, une alternance une année sur deux. Donc on rencontre déjà pas mal de clients sur ces salons-là, directement. Et Wine Paris, vous prenez un stand tout seul, ça marche comment? Eh ben, on a rejoint en 2020. Et c'est un club, c'est un super club, ça s'appelle Vignoble et Signature. Ça a été créé dans les années 80 par Jean-François Janouex, qui est un propriétaire à Saint-Émilion. Et l'idée de ce club, c'est d'avoir une propriété par région viticole française. Aujourd'hui, on est 17. Donc, vous avez toujours un Saint-Émilionnais, vous avez nous maintenant dans le Médoc, vous avez un Armagnac, vous avez un Cognac, vous avez 2 propriétés dans la Loire. Champagne, Beaujolais, Provence, enfin, Vallée du Rhône. Donc voilà, on est 17 propriétés familiales comme nous depuis la plupart plusieurs générations, de taille moyenne, et qui commercialisent par nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est de mutualiser nos contacts, d'échanger entre nous, et la grosse action qu'on fait ensemble, effectivement, ce sont les salons pro. Donc on a un stand en commun aux couleurs de Vignoble et Signature, et on se retrouve aussi entre nous pour échanger à la fois sur des domaines techniques. Par exemple, en 2017 et 2021, alors 2017 on n'y était pas, mais en 2021, le gel, on avait pas mal échangé sur comment chacun gérait le gel, parce que Chablis et Champagne, c'est quelque chose qu'ils savent plutôt bien gérer parce que c'est assez récurrent chez nous. Dans le Bordelais, c'est quelque chose qui n'était pas aussi fréquent qu'avant. Donc voilà, c'est de l'échange d'informations, c'est un partage de valeurs et des échanges commerciaux. Et ça plaît bien aux clients, parce qu'on a beaucoup de clients communs qui travaillaient déjà, parce que le monde du vin n'est pas si grand que ça, mais qui travaillaient déjà 2-3 propriétés et qui se disent, mais en fait, je travaillais, allez, je sais pas, 6, 7, 8 propriétés de Vignoble et Signature, et ils vont les vendre comme ça à leurs clients en disant, bah ça c'est les propriétés Vignoble et Signature. Vignoble et Signature, ce sont que des propriétés familiales, avec un sens de l'accueil, etc., etc. Donc ouais, c'est un chouette club. On est ravis d'avoir intégré ce club il y a quelques années. Ok, ça a l'air très intéressant. Du coup, tu as une clientèle France, donc j'imagine caviste, restauration. Ouais, on fait que du secteur traditionnel, CHR. Alors CHR, c'est café, hôtel, restaurant, caviste, chaîne de cavistes ou caviste indépendant. La France, c'est 20% à peu près de notre distribution, et après donc 80% à l'export, dans quasiment 30 pays. Voilà. C'était un autre choix fort de mon grand-père, en disant la France, c'est un magnifique pays, parce qu'en termes de connaissance de vin, les Français ont quand même une vraie connaissance du vin, des appellations, etc. Mais il y a aussi il y a un chauvinisme par région, c'est-à-dire aller vendre du vin de Bordeaux à Montpellier, ils font déjà de super vins là-bas, donc ça va être compliqué d'aller vendre du vin à Bordeaux. Donc pour ça qu'il s'est tourné progressivement, petit à petit, vers l'export, que ce soit l'Union européenne ou après ce qu'on appelle le grand export. Voilà. Bon, c'est vrai, c'est une sacrée démarche, et bravo, parce que je sais pas combien de milliers de bouteilles ça fait, mais j'imagine que 82 hectares, ça doit... Ça en fait quelques-unes, ouais. Qu'il faut produire et qu'il faut vendre. Il faut se bouger, ouais, il faut se bouger. Donc, bravo. Toi, ta formation initiale, qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que tu savais déjà que tu allais dans l'exploitation familiale? Voilà, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Ça n'a pas été un chemin tout droit vers le domaine familial. Quand on est petit, aujourd'hui par exemple j'ai des neveux, ils adorent suivre leur père, donc mon beau-frère qui s'occupe des vignobles, sur les tracteurs, etc. Ça, on adorait tout ça quand on était petit, mais au moment de l'adolescence, on voit que c'est quand même beaucoup de boulot, que c'est quasiment 7 jours sur 7. Il faut composer avec les météos, ça c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter avant de se lancer. Donc à l'adolescence, je me suis dit non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et puis après, il faut s'orienter. Et au lycée, il fallait faire un choix. J'ai essayé de me projeter en disant qu'est-ce que je suis prêt à faire toute ma vie. Je me suis dit, ouais, c'est être vigneron. Donc j'ai fait des études d'ingénieur agronome à Toulouse.
Donc une formation technique à la base. À Purpan. À Purpan, ouais, l'école d'agro de Purpan. On renvoie à Où- l'épisode 3 avec Élise. Qui, elle Élise, aussi, Élise qui était 2 promos en dessous de moi. Donc ouais, je connaissais Élise avant de la. C'est marrant parce qu'elle est du Médoc aussi, mais je la connaissais pas quand on était ado et je l'ai rencontrée à Purpan. Elle était dans le promo de ma D'accord. petite sœur et depuis maintenant on se voit vachement régulièrement dans le même groupe de copains. On s'est fait un petit groupe de dégustation ensemble avec Élise aussi. On s'est fait des dégustes à l'aveugle, etc. Ça, c'est trop bien. Donc c'est cool. ouais, le réseau Purpanais est fort. Et après à Purpan, j'ai pu voyager un peu pour faire des stages. Donc je suis allé au Canada et aux États-Unis. Et après mes études, je suis allé en Australie faire des vinifications en Australie, dans la Yarra Valley, à côté de Melbourne. Je suis rentré, j'ai bossé pour une boîte de conseil sur Bordeaux dans le vin. Pas forcément du technique, mais plutôt de l'organisationnel, stratégie, qualité. Et après, je suis rentré en 2017 pour les vendanges 2017 sur la propriété. Voilà. Ok. Et cette formation d'ingénieur agro, ça te prépare pas trop à faire du commerce Ça me prépare pas trop à faire du commerce, mais ouais, je me suis formé sur le tas. Et bien sûr, il y a des méthodes, j'imagine, à apprendre, etc. Mais nous, on vend du vin. Et alors, je sais pas, j'ai jamais vendu rien d'autre que du vin. Mais je pense qu'il y a même avec des grosses boîtes d'importation ou des gros clients, grands comptes français, quand on parle de vin, on parle pas de, je sais pas, de réfrigérateur, de chaussettes, ou etc. Donc, il y a un lien au terroir. Et quand vous avez un acheteur vin en face à vous, c'est vrai que il vous parle jamais chiffres, volume directement, etc. Il vous demande comment se passe la saison, comment sont passées les vendanges, etc. Et c'est vrai qu'avoir en face de lui le vigneron ou quelqu'un qui a fait des études techniques, qui sait comment ça se passe, les difficultés, les joies ou un peu parfois les déceptions, ça aide à vendre plus facilement son vin. Donc c'est pas du tout un handicap. Ouais, non, c'est pas du tout un handicap. Et je pense que c'est plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire. Bien sûr, il y a des méthodes de base à connaître, mais puis on a quelques échecs et puis on apprend et on rebondit et voilà. La vie. Exactement. Poser une petite question. Tu as une gamme qui est hyper variée, Ouais. avec des produits qui sont sensiblement assez différents. C'est un peu à l'image de l'AOC qui est en train de nos AOC, Médoc au Médoc. On le voit qui s'ouvrent de plus en plus des gammes avec des produits hyper sympas qui apparaissent. Est-ce que pour toi c'est une force ou une faiblesse d'avoir cette grande diversité au sein d'une AOC? Alors ouais, j'aurais dû te dire, tous ces vins là, monocépages, ils sont en appellation au Médoc. Et on avait le choix, mon père, ma soeur, ma mère et moi, de dire on veut les soumettre à la dégustation de l'appellation parce que juste pour nous c'est une force que les appellations soient variées en termes de style, qui est zéro compromis sur la qualité, mais qu'on puisse proposer au sein de l'appellation au Médoc pour nous de tels produits, c'est une vraie force, et que le consommateur se dise n'est plus en tête au Médoc c'est parfait pour l'agneau de Pâques par exemple ou pour le repas avec mes parents ou mes grands-parents, mais que voilà, je peux consommer du haut Médoc entre copains en soirée, et ça pour nous ouais, c'était il n'y a même pas eu de discussion là-dessus parce qu'on est tous alignés sur ce sujet dans la famille, donc on les a tous on les a tous proposés à l'appellation, ils sont tous en appellation et on est très content de pouvoir dire que l'appellation est suffisamment ouverte dans ses pratiques, dans sa vision aussi de l'avenir pour accepter ce type de vin carrément. Ouais, tu fais bien de le dire parce que les gens savent peut-être pas forcément. Donc les vins ils sont soumis à des dégustations et les dégustateurs ils sont formés. Donc forcément c'est l'appellation, c'est l'organisme de défense et de gestion qui explique aux gens ce qu'on attend d'un Médoc ou d'un haut Médoc. Et c'est vrai que si on disait on veut qu'il soit absolument boisé, absolument traditionnel, oui ce genre de produit ne pourrait pas passer. Donc c'est vraiment que l'appellation s'est posé la question, à former ces dégustateurs en fonction de se dire ces produits-là ils sont bien en AOC, et ce qui permet de pouvoir les sortir et de proposer une belle diversité de gamme aux gens. Ouais, et l'appellation, elle est gérée par des viticulteurs, des vignerons. Donc c'est collectivement qu'on a fait ce choix-là, porté par tous, approuvé par tous, et c'est super comme ça. Et c'est super que de plus en plus de propriétés se mettent à ce genre de cuvée. On garde tous notre gamme classique parce que mine de rien, c'est les jeux. Certains attendent ça et la majorité attendent ça, mais ouais, il faut s'ouvrir et maintenant je vois que de plus en plus le font et c'est top.
C'est super. Et alors, donc on dit, ouais, l'aspect traditionnel est conservé, mais il a quand même aussi évolué. Oui. On a sur des cuvées, bon, n'a jamais été trop boisées, mais je pense que tes vins sont de plus en plus fruités. Enfin, comment tu as fait évoluer ces Ouais, cuvées alors, traditionnelles, enfin, entre guillemets? moi, même avec, ouais, mais remarque, ça fait 10 ans, ouais, maintenant, ça fait 10 ans, quasiment 10 ans que je suis sur la propriété, mais même avant ça, du temps de mon grand-père, on avait quand même beaucoup plus de Cabernet Sauvignon, qu'au fil des arrachages, replantations, on a remplacé par un peu plus de Merlot. Donc aujourd'hui, on était grosso modo à 80% de Cabernet Sauvignon. Aujourd'hui, on est à un petit 60%. Pour apporter un peu plus de Merlot, pour avoir ce côté-là un peu plus rond, un peu plus goulayant en bouche. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on est plutôt sur une tendance inverse, à replanter du Cabernet Sauvignon. Nous, on a toujours eu pas mal de petits verres d'eau. Le petit verre d'eau, c'est un cépage qui est minoritaire, mais on pourrait faire des cuvées 100% petits verres d'eau, par exemple. Il en existe, ouais, il en existe. Mais c'est un faible degré d'alcool et c'est une haute acidité. Donc pour l'équilibre des vins, on se met aussi à replanter, enfin de manière générale, les viticulteurs se mettent à replanter plus de Cabernet Sauvignon, de petits verres d'eau, un peu de Cabernet Franc aussi dans le Médoc, toujours pour garder ce bel équilibre qu'on a dans les vins de notre appellation. C'est vrai que le réchauffement climatique impacte aussi l'avenir. Il faut réfléchir et quand on C'est un vrai plante une sujet. vigne, on la plante pas pour quelques années. C'est Elle sûr. est là pour plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vrai que j'imagine que c'est un peu de pression au moment de choisir, de savoir comment on va s'orienter. Ouais, sur le choix des cépages, mais après aussi sur les pratiques culturelles. Les pratiques culturelles, elles ont énormément évolué. Par exemple, l'effeuillage. Avant, on effeuillait pour aller essayer de capter un maximum de soleil pour que la maturité avance rapidement, parce que les arrière-saisons dans le Médoc n'étaient pas si favorables que ça. Aujourd'hui, on a quasiment arrêté intégralement l'effeuillage. Intégralement. Ah ouais, parce que quand vous avez des épisodes caniculaires, les baies brûlent, et donc on garde les feuilles justement pour protéger les baies. Donc ouais, le réchauffement climatique, ça fait déjà quelques années que c'est un vrai impact direct au quotidien chez nous. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci à toi, Stéphane. Maintenant, ça va être ton petit quart d'heure douloureux Ouh. avec Enquête de potin avec Tessa. Oh la balance. Allez, tout doux Franck, ça va bien se passer. Force et courage pour Enquête de potin. Bon alors, il paraît que tu n'es pas un grand fan de bricolage, mais j'avoue que moi aussi j'aurais pu confondre diamètre de tuyau et sortie de rocade si le pompier me parlait de sortie 32. Par contre, il va peut-être falloir accélérer pour la peinture des volets, il me semble qu'une date importante se profile. Oui, le 7 juin, pour mon mariage. Et alors la peinture, on en est où? On est au 80% de fait, Au si je suis 80%. optimiste. Et alors du coup, on peut passer de vigneron à peintre peut-être en bâtiment? Vigneron, c'est un couteau suisse, il faut tout savoir tout faire. Bon, en tout cas, ça va, il y a pire. Pour trouver un lieu de mariage, ça va, le cadre est plutôt cool. Ouais, c'est vrai, on a de la chance avec ça. Ça se passe bien l'organisation, pas de soucis? Tout va bien, dans le meilleur des mondes possible, aucun couac, pas de souci. Bon, ok. Alors, j'ai entendu dire que tes potes vignerons, ils aiment bien se moquer un peu de toi sur le fait que tu passes peut-être plus de temps au bureau ou en déplacement que dans les vignes. Est-ce que c'est ça, être un gentleman farmer? Mais comme effectivement on commercialise tout par nous-mêmes, je passe un peu de temps en semaine au bureau, mais le week-end je me rattrape en allant dans les vignes et sur les tracteurs. Et du coup, gentleman farmer, c'est quoi? C'est ton surnom? Ça vient d'une rencontre, la première rencontre avec ma future femme, Ok. qui était dans une maison de vin et sa collègue lui a dit ah mais Jean-Hubert c'est un gentleman farmer, il serait parfait pour toi. Maintenant, peut-être, moment croustillant. Parle-moi d'une nuit en forêt, 4 personnes, une voiture tankée dans le sable et une attaque de frelons. Alors, c'est pas la soirée dont je suis le plus fier. Merci de déterrer tous ces beaux souvenirs. C'était bon, je vous la fais en version courte, hein, parce que on a pas. Mais c'était sur le bassin, à Arcachon. On rentrait de soirée. C'était quelques semaines avant le marathon du Médoc, le seul marathon du Médoc que j'ai couru de ma vie. L'entraînement n'avait pas déjà été extraordinaire. Et on est rentré pour certaines raisons par des petites routes. Et en fait, on a pris une piste forestière. Il faudrait peut-être pas que je le dise à ce micro finalement, parce que c'est interdit. Et on n'a pas fait 10 mètres qu'on s'est ensablé. Et on a passé la nuit entière à désabler la voiture. Et moi, je n'ai pas été d'une grande aide ce soir-là, parce qu'à peine sorti de la voiture, j'étais pieds nus. J'ai marché sur un frelon, une guêpe ou je ne sais quoi, qui m'ont piqué sous le pied. Donc ça m'a immobilisé pour tout le reste de la nuit. Et la dernière ligne
droite de la préparation marathon a été pas mal entachée aussi. Ouais, Voilà. j'imagine, ouais. Oui, en plus c'est au pied quoi. Donc c'est une anecdote qui revient assez souvent maintenant sur. C'était sur un pare-feu ou... C'était sur un pare-feu, Ouais. exactement. Et on Moi, a je été connais un sauvés peu. par les pompiers, qui nous ont très gentiment aidés. Et juste la veille de vendange aussi. Voilà. Ah oui, donc ça a été sportif là. C'était c'est- super. C'était super. Heureusement que t'es pas allergique. Hein. Et le tout doux Franck, ça vient d'où ça? Et le tout doux Franck, référence cinématographique française. Vous avez pas vu L'Âge de glace? Ah ben voilà, ben, L'Âge de glace, la toute dernière scène de L'Âge de glace 1. Vous avez, alors je sais plus comment, le petit pas paresseux mais qui mange le pissenlit. Si. Et là vous avez 2 buffles. Et un des 2 buffles dit à son mari, tout doux Franck. Et voilà, c'est une expression que j'aime bien ressortir maintenant. Eh bien, ce n'est plus Jean Hubert, c'est Franck pour la fin du podcast. C'est ça. Bah merci de m'avoir répondu et à plus tard. Si À plus tard, c'est ça. Ok, Jean Hubert, c'est parti pour la rubrique En vrac, la rubrique où les questions s'enchaînent sans aucun lien entre elles. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas de rapport. On va parler des moutons. Tu en as Uh-huh. parlé tout à l'heure un petit peu. Mhm. Ces moutons, pourquoi ils sont là? Qu'est-ce que... Pourquoi ils sont là? Parce que ils sont arrivés en 2018 et Mélanie, ma sœur, connaissait, elle a une amie qui bosse au Conservatoire des races d'Aquitaine, qui est basé sur l'école d'agro de Bordeaux, justement, dont l'objectif est de réintroduire les races locales à faible effectif. Et du coup, elle nous avait proposé de prendre un troupeau de brebis de race landaise chez nous, sur la propriété. Et du coup, on les a mis dans cette parcelle de vigne-là, Cabernet Sauvignon, qui est à l'origine de notre cuvée 100% Cabernet Sauvignon. C'est pour ça qu'on retrouve la tête de mouton sur cette étiquette. Tout est logique, très bien. On les a eus pendant une saison. Et en fait, on les a mis dans la parcelle de vigne après les vendanges, jusqu'au débourrement des bourgeons au printemps. Et en fait, ils pâturent, donc ils mangent l'herbe, à la fois dans le rang, sous le rang. Ils apportent un peu de matière organique aussi. Et ça fait un super boulot. Donc, au bout de la première saison, le Conservatoire des races d'Aquitaine nous a demandé si on voulait les garder, si on voulait les rendre. On a dit non, super. Donc, on a acheté le troupeau. Au début, c'était une vingtaine de brebis. Et aujourd'hui, donc quelques années plus tard, on est monté à quasiment 90-100 brebis, agneaux compris. Et donc on les dispatche là autour du domaine, juste après les vendanges jusqu'au printemps. Donc là, la vigne a débourré, donc on les a remis dans les prairies, dans le parc. Ouais. C'est chouette, ça participe aussi à la réintroduction ou maintien de la biodiversité. Et puis ça fait un boulot naturel, donc nous on n'a pas besoin de faire. Donc Ça évite de sortir le tracteur. exactement. Et comme on est un peu paresseux, s'ils peuvent bosser pour nous, c'est super. Très bien. L'histoire du château est assez incroyable. Est-ce que tu peux nous dire toutes les anecdotes qui y a autour de ce château? Ouais, alors il y a 2 anecdotes qui sont assez sympas. La première, alors le château est assez, alors le domaine est assez ancien. On a retrouvé des traces de villa gallo-romaine au fond du parc. Et donc ça c'est répertorié, c'est bibliographié. Donc c'est vieille production de vin, ne serait-ce déjà de vin ici. Et le bâtiment qu'on a derrière nous là, le corps de ferme le long du château, lui date du XIe siècle. Et il y a une tour, et sous cette tour, il y avait des oubliettes, alors qui ont été condamnées par ancien propriétaire. Mais dans ces oubliettes, il avait retrouvé un squelette et un petit poignard. Et donc ça a été daté, alors ça a été attribué à un viking. Et le poignard est exposé au musée d'Aquitaine de Bordeaux. Donc il y a marqué Château Lamotte à Sissac. Donc ouais, vieille histoire. Et une histoire un peu plus originale, parce que bon, des vieilles propriétés dans Médoc-là, mais un truc un peu plus original, c'est l'ancien propriétaire était un négociant de la place de Bordeaux, justement, qui avait le château Lamotte, Sissac, et il adorait jouer au casino. Donc un jour, il va au casino de Biarritz, dans le Pays Basque, il joue, il s'est fait lessiver, il n'avait plus rien, dernière mise qu'il met, il mise le château. Et pas de chance pour lui. On pouvait faire ça. Pas de chance pour lui, il perd le château. Donc c'est le propriétaire du casino de Biarritz qui est devenu propriétaire du château La Motte-Sissac pendant quelques années. Et c'est lui qui a planté pour la première fois du vin blanc ici, pour alimenter en vin blanc son restaurant et son casino. Il a dû rester quelques années, en effet. Ouais. Il est resté quelques années, il l'a revendu à un Suisse, qui était... Alors ce Suisse, ça n'a pas été un grand viticulteur, mais il était en correspondance qui correspondait avec le fondateur de la biodynamie, Steiner. D'accord.
Et ce Suisse-là nous a revendu la propriété à mon grand-père du coup en 64. Voilà. Des histoires de partout, c'est incroyable. Donc la propriété est riche d'histoire et ça bien avant que nous on arrive ici. Ouais. Ça c'est chouette. Tu gères les réseaux sociaux du château. J'essaye. J'ai vu que tu avais fait la visite du château au travers d'une Barbie et qu'on te voit jouer avec. C'est original. Ouais, nous, on essaye à chaque fois de. On n'a pas d'agence de com, d'agence de réseaux sociaux. On fait ça de manière complètement artisanale, un peu de la bidouille. Et on aime bien essayer de se différencier et de rebondir sur l'actualité. Donc, l'inconvénient, c'est qu'il faut être hyper réactif. Et on avait fait ça pour la sortie du film Barbie, là, il y a 2 ou 3 ans. Et du coup, un truc très simple, on avait pris une petite Barbie qu'on avait retrouvée dans les affaires de mes sœurs. Et on avait fait plein de plans photomontage comme ça. Et c'est chouette, elle avait bien marché cette vidéo. Ouais. Ouais. Enfin, j'invite vraiment les gens à aller voir du coup sur ta page Instagram. On en parlera tout à l'heure. Mais cette vidéo est très sympa. Ouais. Alors, tu as la particularité d'avoir monté un wine gaming au sein du château. Donc, tu fais de l'autorisme, tu reçois au château, et il y a cette particularité. Donc, tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais, on a fait ça juste après ou pendant le Covid. On connaissait une boîte sur Toulouse. À la base, ils ont 2 bars à vin et une cave à vin classique. Et en fait, sous leur établissement, ils ont des caves et ils savaient pas trop quoi en faire. Et donc, ils sont tous amateurs de vin et ils ont développé ce qu'ils ont appelé le wine gaming. En fait, c'est une sorte d'escape game autour du vin. Ça fonctionnait très bien chez eux. Et ils avaient des connaissances dans le milieu du vin et ils se sont dit, mais pourquoi on ne proposerait pas ça aux propriétés, de faire un wine gaming adapté à leur domaine, à leur histoire, à leur production, à leur anecdote justement, etc. Donc je connaissais un des associés et on a défini les thèmes un peu sur quoi on voulait axer le jeu et ils nous ont développé donc ce wine gaming. Donc en fait l'idée c'est de libérer une bouteille de la Motissac qui est enfermée dans ce qu'ils appellent un cryptex. Donc c'est une sorte de piège et il faut, pour ouvrir ce piège là, ce verrou, il faut trouver une bonne combinaison de 5 symboles. Et donc pour trouver les symboles, on fait des dégustations à l'aveugle de vin. On vous dit il faut identifier par exemple le Cabernet Sauvignon. On vous aide en disant le Cabernet Sauvignon ça apporte tel et tel arôme. On vous envoie dans le vignoble, on vous envoie trouver des indices un peu partout. Et au fur et à mesure du jeu, vous progressez et vous trouvez ces symboles et vous finissez par libérer la bouteille. Donc vous en apprenez autant que sur une visite classique, mais de manière hyper ludique, différente, moderne, etc. Donc ça attire des familles avec des ados, ça attire des enterrements de vie de garçons et de jeunes filles, ça attire tout un tas de profils qu'on n'attirait pas forcément avant avec une simple visite et dégustation. Bon, bravo, ça donne envie. Et j'invite les gens de même à venir donc, au château pour essayer ça. Quoi. Comme chaque épisode, pour terminer un petit peu en vrac, je te demande un mot médocain. Pour que les gens apprennent un petit peu comment s'exprime dans le Médoc. Qu'est-ce qui te vient? Cagouille. Cagouille, parce que c'est un peu la saison, ça veut dire escargot. Alors c'est local, ils l'utilisent aussi en Charente je crois. Des cagouilles, et cagouilles au printemps, à la sortie des bourgeons on s'en méfie parce que ça vient manger les petits bourgeons des vignes. Mais ouais, cagouille c'est un petit nom d'ici bien phonétiquement bien marrant. Tu les manges derrière les cagouilles? Non, personnellement non. Okay. Et comment on les gère ces escargots là qui sont on les gère pas en fait. Si elles sont là et quand elles sont nombres et qu'elles montent dans les pieds, ça peut faire d'assez gros dégâts. Donc limiter la sortie des bourgeons et donc la production derrière. On peut les ramasser à la main sur des petites parcelles. C'est pas tout le vignoble qui est impacté, c'est sporadiquement par-ci par-là, mais non, très difficile à gérer. Ouais. Donc c'est vrai que c'est mieux dans une assiette que sur un pied de vigne, je te l'accorde. Pour eux, je sais pas, mais pour nous, Très bien, écoute, on va passer à la dernière rubrique. Test ton wine. Test, c'est à toi. Stop goût en place, je suis prête à en découdre. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bulletin météo du jour. Aujourd'hui, un vent de fraîcheur souffle sur le Médoc et ce tout particulièrement à Sissac-Médoc. On remarque que l'épicentre de ce phénomène météorologique se trouve autour du château La Motte-Sissac. Bergère, rentre tes blancs moutons, qu'ils ne prennent pas froid. On peut également observer que cette brise avance à contre-courant. Surprenant, n'est-ce pas? C'est le côté rebelle de la nature, que voulez-vous? Mais enfin bon, revenons-en à nos moutons. Faut dire qu'elle m'inspire, cette dégustation.
Aujourd'hui, on va parler de Wild Fabre millésime 2020, une cuvée monocépage 100% Cabernet Sauvignon et sans sulfite. Je vous avais bien dit que ce serait surprenant, mais c'est peut-être même un euphémisme de le dire. Cette bouteille, elle sort vraiment des sentiers battus, tout comme son packaging. Je dois avouer que je suis une grande fan de ce rose auquel Barbie n'a rien à envier, pour un design moderne et plein de vie avec au centre une tête de brebis. Ok, c'est parti pour la dégustation à présent, et rentrons dans le vif du sujet avec sa couleur. Un rouge violacé, plutôt intense, qui m'évoque déjà une forte personnalité. Au nez, c'est plus compliqué pour moi, plus complexe pour être précise. J'ai l'impression de vraiment percevoir plusieurs couches, plusieurs vagues qui viennent se superposer les unes aux autres. Alors les mots me manquent quelque peu pour décrire ce que je sens, mais bon, je suis aussi têtue qu'une bête à cornes, alors je vais pas baisser les bras. En premier, j'ai plutôt l'impression d'être face à une odeur puissante. Pourquoi pas épicée, peut-être quelque chose comme du poivre, mais après j'ai quelque chose de plus végétal. Non, floral, assez frais, qui au fur et à mesure s'apparente à des fruits sur lesquels je n'arrive pas encore à mettre le nom. J'aurai l'occasion de compter les moutons pendant un sacré bout de temps avant que ça me revienne, mais ça me paraît être quelque chose d'à la fois sucré et légèrement acide. Bon, avançons. En bouche, je retrouve encore ce caractère audacieux. Il ne ressemble pas du tout à ce que j'ai eu l'occasion de découvrir auparavant. Ce que je retiendrai le plus de ce vin, ce sont les sensations. De sa façon d'activer le fond de ma langue avec sa vivacité, à ses tanins qui prennent le relais dans toute la bouche sans être astringent, en passant par son expression super fruitée qui amène de la gourmandise et laisse une longueur prononcé et durable, il fait travailler toute ma bouche en l'éveillant de manière surprenante. En plus, il y a vraiment un goût de reviens-y. Il reste aussi singulier à chaque gorgée. C'est vraiment un vin que je pourrais boire et partager en apéritif, et à mon avis, il y aurait beaucoup à échanger à son sujet. Une boisson si insolite suscitera forcément des avis très différents. Finalement, elle porte très bien son nom, cette bouteille. Alors, Jean-Hubert, est-ce que tu peux éclairer ma lanterne en me parlant un peu plus de ce vin, en espérant que je ne vous sois pas complètement planté en tentant de dompter l'indocible Wild Fabre. En tout cas, merci pour cette dégustation. Merci à toi, Tessa. On n'a jamais aussi bien parlé de moi. J'ai fait mon maximum. C'est notre première cuvée monocépage que Mélanie, ma sœur, du coup, a créée en 2000. On a commencé sur le millésime 2018. Et c'est elle qui a tout fait de A à Z. Donc l'idée, la vinification avec Denis, notre maître de chez et l'équipe, et le fameux packaging. Voilà. Le fameux. Donc grande fan de rose, tout est rose avec le carton aussi. Et pourquoi le Cabernet Sauvignon ? Parce qu'il y a déjà des sans sulfites qui se faisaient à Bordeaux, mais la plupart, ou voire la très grande majorité, étaient 100% Merlot, ou 100% Merlot, enfin avec une forte majorité de Merlot. Et nous, donc l'idée de l'ancrer dans l'appellation Médoc, et le cépage phare quand même de notre presqu'île, c'est le Cabernet Sauvignon. Donc on est parti sur un 100% Cabernet Sauvignon. Alors c'est pas simple à faire parce que justement comme il est sans sulfite ajouté, il faut vraiment éviter à tout prix une quelconque oxydation, un quelconque moment. Mais le résultat, ouais, t'as dit un vent de fraîcheur souffle sur le Médoc, et c'est vrai que on retrouve cette fraîcheur, cette vivacité du Cabernet Sauvignon qui peut intriguer au début, hein, c'est sûr. On en discutait avec Stéphane, mais nos vins monocépages ne laissent pas indifférent. Et ça, pour nous, quand quelqu'un nous dit ça, ça m'intrigue, je suis étonné, etc. On est ravis, en fait, parce qu'on a fait ça justement pour dépoussiérer un peu notre gamme classique. Et donc, quand quelqu'un me dit ça m'interpelle, voilà, mais pour nous c'est super positif parce que c'était un peu le but recherché, montrer que à partir de cépages hyper classiques comme Cabernet Sauvignon, on arrive encore à étonner et à faire des styles de vin complètement différents. Ah, mais vraiment, pour le coup, j'ai pris même du temps. C'est pour ça que je parlais du fait que j'avais pris du temps à identifier les choses. J'avais du mal parce que j'avais l'impression que c'était vraiment hyper complexe. Il y avait plein de choses qui venaient. Mais au niveau des arômes, ouais, on retrouve du poivre, un peu d'épices, des fruits noirs aussi. Et après, c'est vrai qu'au niveau de la bouche, tu as les tanins qui sont pas... Parce que il y a les tanins naturels du Cabernet Sauvignon qui sont là, mais c'est pas passé en barrique. Donc il n'y a pas les tanins qui viennent de la barrique qui se rajoutent. Ça a été élevé en cuve juste quelques mois avant d'être mis en bouteille rapidement. Donc ce sont uniquement les tanins issus du Cabernet Sauvignon qui façonnent ce vin. Et ils sont ronds, ils sont agréables, ils sont soyeux. Et voilà, c'est un vin qui se veut léger, mais qui a sa petite personnalité malgré tout. C'était voilà. vivant en bouche. C'est Exactement. comme ça que je l'avais décrit moi au début, en prenant mes petites notes. Ouais, exactement.
On parlait tout à l'heure de l'appellation qui faisait en sorte d'évoluer avec son temps. Mhm. Là, c'est un bel exemple parce qu'avant, on ne pouvait pas mettre en bouteille avant le 1er juillet. Ouais. Et quand on a la volonté justement de sortir ce genre de cuvée où il faut mettre en bouteille assez vite, le cahier des charges a évolué et maintenant c'est au 1er avril. Voilà, ça montre bien l'évolution et les questions que se posent les vignerons et comment ils font évoluer ça et comment ça se concrétise derrière dans les cuvées, quoi. Et que l'ODG évolue au gré des souhaits des viticulteurs. Tant que, tout ça est approuvé après ensuite par l'organisme qui s'appelle Yanao qui chapeaute tout ça, mais il y a une vraie demande des vignerons de sortir ce genre de cuvée, de les faire en appellation, et l'ODG a accompagné ce mouvement parfaitement, et c'est comme ça qu'on arrive à sortir ce genre de produit en appellation. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie fierté. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Bon, Jean-Hubert, ce très bon vin, on peut le retrouver comment, et ainsi que les autres? Alors, on a ouvert une boutique en ligne là, depuis quelques années, en 2021, donc il est disponible en ligne. Et ensuite, chez les cavistes de France qui distribuent nos mains. Donc en ligne, c'est-à-dire sur ton site internet, hein, Mhm. donc domaine au pluriel-fabre.fr. Exactement, c'est ça. Et puis on peut retrouver beaucoup de choses sur ce site. J'invite vraiment les gens à aller le voir. Il est très bien fait. Et donc la grande chance de pouvoir trouver tous les vins dont on a parlé aujourd'hui, et notamment celui que Tessa a commenté avec brio tout à l'heure. Quand on parlait des réseaux aussi, donc la page Instagram notamment, Mhm. c'est domaine pareil au pluriel _Fabre. Ouais. Et donc là on peut retrouver un peu toutes tes publications qui sont vraiment très sympas. Plus ou moins régulière. Et donc si les gens veulent venir au château, c'est au travers du site internet qu'on peut faire les réservations, je Ouais. crois. Alors, réservation, c'est mieux, mais on accueille aussi sans réservation, du lundi au vendredi, sur les journées d'ouverture classique, sur les horaires d'ouverture Pour classique. faire le wine gaming, il vaut mieux réserver, j'imagine. Pour le wine gaming, par contre, Il effectivement, ouais, c'est obligatoire, il faut réserver 48 heures à l'avance. Et alors il y a un autre moment qui peut être sympa de venir au château, c'est Sissac fait son show. Pas facile à dire. Ouais, exactement. Sissac fait son show. C'est un événement qui est monté par une des associations de Sissac qui s'appelle Ici c'est Sissac. Et cette année, ça va être la 5e édition. C'est aux alentours du 14 juillet. L'idée de l'association, c'était de faire découvrir les propriétés du village aux habitants de Sissac, mais aussi des communes aux alentours. Et c'est vrai que c'est là où on s'aperçoit que tout le monde ne nous connaît pas, même si on est sur le village, que tout le monde n'est pas venu ici déjà visiter, déguster. Donc ça se passe ici, là, exactement sur ces deux pelouses. Il y a à chaque fois une dizaine de vignerons qui viennent faire découvrir leur vin. Il y a food truck et ça se finit toujours par plusieurs concerts. Donc ça réunit quasiment 500 personnes et c'est un super moment festif, convivial, joyeux, où les gens redécouvrent ou découvrent nos vins dans un contexte totalement différent. Et c'est une asso qui fait ça et je trouve ça très chouette pour la vie de la commune. Donc les gens, si vous êtes médocains, si vous êtes en vacances autour du 14 juillet dans le Médoc, ne ratez pas Sissac fait son show au château La Motte Sissac. Bon, Jean-Hubert, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci Stéphane, merci Tessa. Je rappelle aux gens qu'il y a déjà 4 épisodes qui sont sortis avant celui-ci, donc n'hésitez pas si vous ne les avez pas vus. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure au sein des AOC Médoc au Médoc. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Des trésors uniques au monde, un art de vivre à la française. On est tous d'accord pour dire qu'il faut boire avec modération. La culture et l'histoire, elles, vous pouvez vous en régaler tant que vous voulez. Un grand moment de partage. Parler des choses qu'on vit et des verres qu'on vit. Parler du vent qu'on brasse et des vins qu'on boit.